Oui, bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Euh, je suis certifié M6A à Windows Server 2012, Microsoft certifié professionnel et aussi SQL Server professionnel. Là maintenant, je vous présente la vidéo pour la configuration de Windows Server 2012. Précédemment, on a vu l'installation de Windows Server 2012. On a vu les stratégies pour une entreprise pour acheter le serveur adéquat pour son évolution. Il y avait différentes éditions. Il y avait l'édition standard, Data Center, Essential et Foundation. Et il fallait vraiment savoir quelle est l'édition qui est compatible avec l'entreprise pour son évolution. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est la configuration post-installation. C'est-à-dire que au niveau post-installation, on doit configurer le serveur de la meilleure façon. Changer son nom, changer son adresse IP si on doit changer son adresse IP, changer le nom du serveur, le rajouter dans un domaine s'il faut le rajouter, changer le time zone si on a le time zone qui n'est pas correct. Et bien sûr, tous ces changements sont nécessaires pour qu'on gère après les serveurs à distance. Parce que les serveurs actuellement sont gérés à distance. Tous les serveurs sont enfermés dans une salle protégée et c'est rarement qu'on y accède. Et comment on gère les serveurs? On les gère à distance via le gestionnaire du serveur ou aussi via la gestion bureau à distance. Maintenant, c'est ce qu'on va voir comme configuration pour comprendre comment gérer les serveurs et comment d'abord configurer le serveur. D'abord, on doit y accéder physiquement pour le configurer d'abord avant de pouvoir le gérer à distance. Alors maintenant, donc j'accède dans le gestionnaire du serveur. Donc tout le monde maintenant connaît c'est quoi le gestionnaire du serveur. J'accède dans le gestionnaire du serveur. Alors, avant d'y accéder, parce que donc je vais ouvrir bien sûr gestionnaire Hyper-V et je vais utiliser mes propres serveurs. J'ai en fait serveur 1 que je l'ai appelé Virtual Machine 1. Le deuxième serveur, je vais appeler Virtual Machine 2. Ce deuxième serveur, je vais l'utiliser après pour la gestion à distance, c'est-à-dire que le Virtual Machine 1 va gérer le Virtual Machine 2 à distance. Donc ça, on va voir après comment ça se passe. Et j'ai mis aussi un PC client sous Windows 8. Ce PC client sous Windows 8, ça va nous permettre d'accéder à Virtual Machine 1 via l'accès bureau à distance. Donc ça aussi, on va voir comment ça se passe. Mais avant tout ça, on va accéder d'abord à Virtual Machine 1, c'est notre premier serveur. Et on va d'abord, on va le configurer son nom et configurer son adresse IP. Donc d'abord, j'accède via le mot de passe. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre pour voir juste uniquement le serveur. Donc là, je l'ai appelé, c'est Virtual Machine 1. Donc là, je vais en fait, d'abord, je vais devoir changer le nom du serveur et configurer son adresse IP et voir toutes les configurations possibles que je dois faire. C'est les configurations post-installation. Et ça, on les fait physiquement. C'est-à-dire, on y accède physiquement au serveur pour le configurer. Donc, on attend que ça se charge. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, maintenant, j'accède local server ou serveur local. Serveur local, j'ai là en fait le nom de l'ordinateur, c'est un nom bizarre, celui qui a été créé par défaut. Donc ce que je vais faire, c'est je vais changer son nom et je vais mettre, donc regardez comment je change le nom, je clique dessus, je mets modifier et je mets VM1 comme nom du serveur. Je le laisse dans le workgroup, je clique sur OK. Et là, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Avant de redémarrer, enregistrer les fichiers ouverts et fermer tous les programmes. Là, je mets OK. Je vais fermer.
Et là, il va me demander est-ce que je dois redémarrer maintenant ou ultérieurement. Je vais mettre ultérieurement parce que j'ai envie de changer aussi son adresse IP. Je vais vous montrer pourquoi j'ai changé son adresse IP. Tout simplement pour qu'il se connecte avec Virtual Machine 2 et pour qu'il se connecte avec le PC client dans un réseau LAN. Donc, je vais vous montrer un schéma de ce que j'ai fait. Donc, je mets propriété. Et là, j'appuie dessus. Je mets l'adresse physique. Statique, c'est 192.168.1.1. Et là, donc le masque se crée automatiquement. 255.255.255.0. Je mets OK. OK. Et voilà, j'ai changé le nom, l'adresse IP. Ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il se change. Je vais mettre. Donc je vais actualiser. Voilà. Donc son adresse maintenant Ethernet est 192.168.1.1. Là, la gestion. Donc la gestion à distance est toujours activée par défaut. C'est-à-dire que ça, c'est une particularité sur Windows Server 2012. C'est pour tous les serveurs 2012, la gestion à distance est toujours activée par défaut. Ce qui permet d'autres serveurs de les gérer à distance via le gestionnaire de serveurs. Maintenant, ce que je vais faire pour ce serveur aussi, c'est qu'il soit permis à la gestion de bureau à distance. C'est-à-dire qu'un PC client, donc un PC client puisse gérer le serveur à distance via le bureau à distance. Donc ce que je vais mettre, c'est je vais l'appliquer. Alors, donc bureau à distance, assistance à distance. Donc ce que je vais faire, c'est autoriser la connexion à distance à cet ordinateur. OK. Je mets appliquer. Et je mets OK. Voilà. Maintenant, j'ai pu activer. Donc je vais bien sûr réactualiser. Voilà, j'ai pu activer la gestion du bureau à distance. Donc j'ai mis trois choses dans cette configuration, post-installation. Alors bien sûr, la troisième chose, si le serveur était dans un domaine, donc je devais le rajouter dans un domaine, mais maintenant pour le moment, on est juste dans le workgroup. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est que le time zone, c'est très important si on veut rajouter l'Active Directory pour que time zone soit compatible, pour qu'il n'y ait pas de déphasage. Donc fuseau horaire, ça, time zone, c'est correct, il n'y a pas de problème dessus. Alors après maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer mon serveur. Alors, qui est donc redémarrer. Et là, redémarrer. Bien sûr, il va me demander la raison. Je mets maintenance et il redémarre. Voilà, maintenant mon serveur est configuré. Le temps qu'il redémarre, vous allez voir qu'il a changé de nom et il a changé, désolé, donc il a changé de nom et qu'il a changé d'adresse IP. Donc il redémarre. Ça prend un petit peu de temps. Je mets une pause le temps qu'il redémarre et je reviens. Voilà, maintenant il a redémarré. Donc j'accède avec son mot de passe. Désolé. Voilà, maintenant il a redémarré et bien sûr le gestionnaire du serveur va se lancer automatiquement. Je vais agrandir ça pour que. Donc ça c'est la virtual machine 1. Donc et là je vais voir est-ce que ce serveur a effectivement changé de nom ou pas. La post-installation c'est très important pour bien configurer le serveur avant de pouvoir le gérer après. Alors on attend qu'il se charge.
Ça prend toujours un petit peu de temps parce que... Voilà, donc là, je vais voir maintenant serveur local. Effectivement, il a changé de nom. Donc maintenant, le nom de l'ordinateur, c'est VM1. Groupe du travail, c'est Workgroup. Bureau à distance bien activé. Et son adresse réseau, c'est 192.168.1.1. Ok, donc maintenant, il faut savoir qu'avec les commandes PowerShell, on peut aussi changer de nom. Donc on peut changer de nom avec les commandes PowerShell ou bien avec le prompt CMD. C'est en fait avec le prompt CMD, désolé, voilà, je vais mettre PowerShell. Donc le prompt CMD, c'est tout simplement, donc je mets CMD. Désolé, un petit moment, c'est ce qui veut pas. Donc, il y a deux fenêtres qui sont ouvertes et ça prend un petit peu de. Voilà, donc là, CMD. Si je mets CMD, j'accède. Donc en fait, tout simplement, je suis maintenant dans le prompt CMD. Et vice versa, je peux mettre PowerShell pour revenir vers la fenêtre, pour revenir pour exécuter les commandes PowerShell. Alors, pour le prompt CMD, pour changer le nom de l'ordinateur, on utilise la commande netdom. Vous pouvez donc toujours chercher la commande netdom. Netdom, ça permet de changer le nom de l'ordinateur. Donc, on met netdom rename computer. Le nom de l'ordinateur, par exemple, là, c'est VM1. VM1 a un nouveau nom que je vais mettre. Nouveau nom, c'est new name. Et là, je vais mettre le nouveau nom de l'ordinateur, par exemple Toto, hein, n'importe quoi. Mais de toute façon, c'est ça la commande qui permet de changer le nom de l'ordinateur. Une fois qu'on tape cette commande-là, il va nous demander de redémarrer et le nom de l'ordinateur sera un nouveau nom qu'on a choisi, comme par exemple le nouveau nom Toto. Mais là, je ne vais pas le mettre parce que j'ai déjà changé le nom de l'ordinateur. NetDom aussi, si je mets NetDom Join, c'est en fait, ça nous permet de joindre un ordinateur à un domaine. Ça, c'est une commande très importante via les commandes prompt CMD qui nous permet de changer le nom de l'ordinateur et aussi de joindre un ordinateur à un domaine si on doit s'il y a un domaine Active Directory existant. Autre commande importante qu'on utilise, c'est NetSH. NetSH, ça permet de changer l'adresse IP statique qu'on désire. Donc NetSH interface, donc on met interface Ethernet Ethernet. Donc NetSH interface Ethernet et je mets l'adresse IP statique qu'on désire. Donc vous pouvez toujours vérifier, rechercher, faire votre propre recherche pour chercher sur NetSH qui est une commande importante qu'on va utiliser après pour créer des machines virtuelles et aussi pour s'y habituer et se familiariser avec ce type de commande. Mais aussi la commande netdom, on va l'utiliser plus tard pour se familiariser avec et l'utiliser pour la création des machines, création des adresses IP statiques, création, changement de nom de machine et joindre des machines à des domaines. Ça, c'est très important, surtout quand on a l'installation minimale d'un serveur. Souvenez-vous, on avait l'installation graphique complète et l'installation minimale d'un serveur qui ne contient pas d'options d'application graphique comme le desktop et comme le bureau, comme l'explorateur Windows. Il contient juste le command prompt et les PowerShell. Là, on est obligé d'utiliser NetDom et NetSH. Ça, on va le voir plus tard d'une façon plus évoluée. Donc, je ferme cette fenêtre de PowerShell. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est maintenant, on a Virtual Machine 1 qui est la machine, on va dire, c'est le serveur principal. J'ai créé d'autres serveurs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait.
Donc j'ai mis donc serveur Virtual Machine 2 qui est le second serveur où l'OS Windows Server 2012 est installé dessus. Donc ça je vais le faire descendre. Et j'ai machine PC client où l'OS Windows 8 est installé dessus. Je vais vous montrer un schéma pour mieux expliquer ce que j'ai fait. Donc regardez, j'ai 3 machines connectées entre elles dans un LAN. Donc VM1, VM2 et PC client. Je vais faire un schéma pour mieux vous expliquer. Parce que en fait ce que je vais faire maintenant, c'est je vais me connecter au serveur VM1 ou VM1 via la machine PC client avec l'accès bureau à distance. Alors, j'ai un LAN, voilà. Donc ça, je vais l'appeler LAN. Donc ça, c'est un LAN. J'ai mon premier serveur qui est VM1. Ça, je vais l'appeler VM1. Donc, VM1 ou VM1. J'ai mon deuxième serveur qui est VM2. Ah, je vais l'appeler VM2. Et j'ai mon PC client, toujours dans le même LAN, où j'ai appelé, je l'ai nommé PC client. Alors, PC client. Donc tous les trois sont connectés bien sûr au LAN. Donc celui-là au LAN et celui-là au LAN. VM1, j'ai donné l'adresse IP, c'est, souvenez-vous, c'est 192.168.1.1. Pour VM2, j'ai donné l'adresse IP 192.168.1.2. Et pour PC client, j'ai donné l'adresse IP 192.168.1.3. Donc tous les trois sont connectés au LAN. Donc PC client est connecté au même sous-réseau que VM1 qui est connecté au même sous-réseau que VM2. Donc tous les trois sont entre eux liés et bien connectés. Ce que je vais faire maintenant, je vais rentrer dans la machine PC client et je vais essayer de me connecter au serveur VM1 via l'accès bureau à distance. Souvenez-vous que j'ai activé l'accès bureau à distance sur VM1. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc voilà les trois machines. Donc j'accède PC client. Alors je vais chercher accès bureau à distance. Donc d'abord je vais agrandir cette image pour mieux la cerner. Donc voilà le PC client. Je vais chercher accès bureau à distance. Donc alors bureau, voilà, connexion bureau à distance. Il m'ouvre cette connexion. Alors l'ordinateur que je vais mettre, c'est donc je l'ai appelé VM1. Donc je voudrais accéder au serveur VM1. Voilà. Et sachant que le serveur VM1 a bien été activé. Juste un petit moment, désolé. Aucun paramètre, VM1. Un petit moment, je reviens tout de suite, je mets une pause et je reviens. Ok, alors donc maintenant c'était un problème de pare-feu, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à se connecter sur l'accès à bureau à distance. Donc je réaccède à mon client, PC client, et je vais encore taper bureau à distance. Donc j'ai activé le bureau à distance sur VM1, le serveur, et maintenant je vais, à partir de mon PC client, je vais taper l'adresse IP de VM1 ou VM1 et je vais essayer de me connecter. Voilà, donc ça se connecte. Il me demande bien sûr nom de l'utilisateur. Nom de l'utilisateur, c'est l'administrateur de VM1. L'administrateur.
Et le mot de passe, souvenez-vous, on a mis password. Donc voilà, donc c'est le mot de passe de VM1. Ok. Et là, vous allez voir sur, bien sûr, impossible de vérifier l'identité de l'ordinateur distant. Voulez-vous vraiment vous connecter? Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je me connecte au serveur distant. Je me connecte au serveur distant via une machine client. Donc, sans accéder physiquement au serveur, je me connecte au serveur distant via une machine client avec serveur distant qui a une adresse 192.168.1.1 qui est le VM1. Et si je clique là sur gestion du serveur, c'est quoi? C'est le nom de l'ordinateur VM1. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un problème de pare-feu, j'ai mis public inactif au niveau du pare-feu pour qu'il accède. Bureau à distance, bien sûr, activé. Et c'est ma machine client, PC client, qui accède à ce serveur à distance VM1. Et là, on peut gérer le serveur comme si on y est à côté. Très, très important, donc l'accès bureau à distance. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va voir. Donc, là, je descends. Donc maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure dans le schéma, j'ai trois. Donc c'est le PC client qui s'est connecté directement. Donc qui s'est connecté directement à VM1. Donc là, je vais mettre donc. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il s'est connecté directement à VM1. Désolé. Donc on va mettre ça. Je vais supprimer ça. Ça je supprime. Donc le PC client qui s'est connecté directement à VM1 et ça a donné donc via le remote desktop. Donc j'ai mis ici remote, donc connexion ou remote desktop, donc connexion bureau. Désolé. Donc et là j'ai mis connexion bureau à distance. Donc connexion bureau à distance, la connexion bureau à distance sur VM1. Une fois que je me connecte, c'est comme si j'accède physiquement à VM1, mais je suis distant sur un PC client. Et à partir de ce PC client, je me connecte bureau à distance et je peux gérer le serveur comme si j'y suis à côté, comme j'y accède physiquement. Donc c'est très important, connexion bureau à distance à retenir. Bien sûr, avant tout, il faut activer la connexion bureau à distance. Si ça ne se connecte pas, on vérifie aussi le pare-feu pour le désactiver. Voilà. Donc j'ai les trois machines, donc VM1, VM2 et PC client qui sont connectés entre elles via un LAN. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais gérer maintenant, je vais essayer de gérer VM2 via le gestionnaire du serveur. Alors j'accède au gestionnaire du serveur. Petit moment. Attendez, je vais désactiver d'abord la connexion bureau à distance et je reviens. Alors je vais mettre, donc bien sûr, maintenant j'accède au serveur qui a été connecté à distance depuis PC client, mais maintenant j'ai désactivé la connexion à distance. Je vais accéder. Et ce que je vais faire maintenant, bien sûr je vais afficher, agrandir ça, me montre plein écran. Maintenant ce que je vais faire, c'est à partir du gestionnaire du serveur, je voudrais rajouter VM2 pour le gérer à partir du gestionnaire du serveur qui existe sur VM1. Donc je vais accéder à tous les serveurs. Là bien sûr dans tous les serveurs j'ai juste VM1 qui est affiché parce que je n'ai pas encore rajouté d'autres serveurs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire outils, gérer, ajouter des serveurs. Donc je vais ajouter VM2. VM2 je vais l'ajouter sur VM1. Là, soit donc il y a différentes méthodes pour ajouter le serveur, soit j'utilise l'Active Directory, ça on l'a pas encore vu, soit j'utilise le DNS, ça encore on l'a pas vu pour le DNS, soit je l'importe via, donc si je mets importer, je dois mettre le nom, l'adresse IP du serveur, donc ordinateur,
Voilà l'adresse IP du serveur au fichier. Donc, alors, donc il faut, pour cela, donc il faut mettre un fichier. Un fichier, si je mets par exemple parcourir, je dois chercher en fait l'adresse IP du serveur. Donc, dans le réseau, je dois mettre l'adresse IP du serveur pour le parcourir. Donc, je vais vous montrer comment. Je passe vers VM2, j'y accède. Ok, je mets aussi password. Donc maintenant je suis sur VM2, je fais affichage plein écran et je vais créer un fichier. Je vais mettre juste son adresse IP. C'est pas ce que je pourrais créer un fichier texte tout de suite ici. Attendez, je vais créer un fichier texte. Je vais chercher un fichier texte sur bloc-notes ou notepad. Voilà, notepad. Donc bloc-notes. Ok, donc je vais ici le désolé, notepad. Donc je vais l'épingler à la barre des tâches. Ok. Là, je vais faire descendre le gestionnaire du serveur. Donc ici, le bloc-notes que je vais créer, je vais mettre 192.168.1.2 qui est l'adresse IP de ce serveur VM2. Fichier, je vais mettre enregistré sous. Vaut mieux mettre sous disque local C. Voilà. Donc je vais mettre ici, je vais le nommer gestion à distance. Distance. Donc je vais mettre tout collé. Ok, et je vais mettre enregistrer. Voilà. Maintenant sur VM2, j'ai mis un fichier texte avec son adresse IP et je vais revenir vers VM1 et je vais chercher sur le réseau. Donc je vais chercher désolé un petit moment, je mets une pause et je reviens. Désolé, j'avais juste un petit problème de connexion. Alors maintenant j'ai dit en fait je suis sur VM1 et je voudrais rajouter le serveur, donc le serveur ici VM2, je voudrais le rajouter, donc j'ai mis gérer, ajouter des serveurs et j'ai mis importer parce que DNS et Active Directory on va le voir plus tard. Pour importer, donc je clique dessus, je passe vers le réseau, je cherche le serveur qui s'appelle VM2 qui est dans le même LAN qui existe, donc qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Donc VM2, PC client et VM1 sont dans le même LAN. Je cherche VM2. Il y a donc un dossier qui est partagé. Je vais vous montrer après pour la stratégie des partages et comment partager les dossiers. Et si je clique dessus, j'ai la gestion à distance que j'ai créée sur VM2. Donc je sélectionne, je mets ouvrir, voilà. Donc à l'intérieur de gestion distance.txt, j'ai 192.168.1.2, l'adresse IP que j'ai introduite. Là je clique dessus pour le rajouter. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Je sélectionne et je clique dessus. Voilà, 192.68.1.2 a été rajouté. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Échec de l'actualisation, je vais actualiser. Alors, voilà, donc notification si je vois. Donc actualisation automatique. C'est ça, je ferme ces notifications. Et je ferme celle-là aussi. Voilà, donc maintenant, parce qu'en fait, tout simplement, ce serveur-là, je l'ai rajouté, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Le mieux pour gérer les serveurs à distance,
c'est les gérer via DNS, Domain Name Service, ou bien les gérer via Active Directory. Étant donné qu'on n'est pas arrivé à ce point, donc Active Directory ou DNS, je vous ai juste montré qu'on peut rajouter des serveurs à distance via le gestion de serveur. Une fois qu'on les rajoute, on peut les gérer facilement. Donc, c'est-à-dire si on clique dessus, on peut donc mettre gérer, ajouter des rôles. Donc, les rôles seront ajoutés directement sur le serveur qu'on a rajouté et on peut les gérer à distance comme si le serveur on y est à côté. C'est pas exactement comme la gestion bureau à distance parce que la gestion bureau à distance est utilisée surtout pour les machines clients. Mais la gestion du serveur avec un autre serveur, on peut utiliser le gestionnaire du serveur. Ça, on va revenir après en détail parce que quand on aura l'Active Directory et le DNS installé. Donc, mais sachez qu'on peut gérer les serveurs à distance via cette méthode-là et qu'on peut gérer les serveurs à distance via gestion bureau à distance comme on a vu tout à l'heure avec PC client. Maintenant, il reste une dernière chose, donc j'agrandis cette fenêtre. Il reste une dernière chose à savoir, c'est les services. Les services, alors si je descends ici, vous allez voir donc tous les services qui sont activés. Mais la meilleure chose pour mieux gérer les services, c'est utiliser MMC. Alors MMC, je vais vous montrer tout de suite. Donc MMC, c'est la console de gestion qui se trouve sur Windows. Donc MMC. Donc c'est très important cette console. Très important cette console dans la gestion des serveurs. Cette console, ça nous permet de gérer les services d'une façon meilleure. Parce qu'en fait, dans la gestion des serveurs, on peut juste démarrer ou arrêter un service. Mais dans la console, on peut choisir le type de démarrage d'un service lors du démarrage d'un serveur. Ça, c'est très important au niveau de la console. Donc, ajouter ou supprimer un composant logiciel. Et là, je descends vers service. Service, je rajoute. Je mets terminé. OK. Et là, les services. Donc, on va voir tous les services qui sont propres à notre serveur. Tous les services qui sont activés. Si je clique dessus, si je fais un clic droit, vous allez voir donc que je peux démarrer. Toutes les tâches, je peux arrêter, suspendre, reprendre, redémarrer, actualiser, propriété, aide. Dans le gestionnaire, donc je ferme ça. Dans le gestionnaire du serveur, je ferme cette fenêtre. Dans le gestionnaire, j'ai les services, mais si je clique, je vais avoir juste démarrer les services. Arrêter, redémarrer, interrompre, reprendre. Mais je n'aurai pas d'autres tâches avancées comme dans le gestionnaire MMC. Donc rappelez-vous de MMC. On aura besoin plus tard pour beaucoup d'utilisations, notamment dans la gestion des pare-feux avancés, gestion des services, options avancées de pare-feu, et aussi gestion d'utilisateurs, les groupes policy. C'est très important la console MMC à savoir dans la gestion des serveurs. Donc on a vu maintenant un tour d'horizon sur post-installation. Donc on a vu comment on installe, on change de nom. Souvenez-vous, donc récapitulatif. Donc on a changé le nom. On a donc si le groupe de travail est hors groupe, on laisse hors groupe. Sinon on met domaine. On peut mettre les commandes netdom pour joindre un serveur dans un domaine ou netdom pour renommer le nom du serveur. Pour ce qui concerne l'adressage IP, j'ai mis donc 192.68.1.1, c'est pour qu'il soit dans le même LAN que les autres serveurs VM2 et PC client. On a vu comment on change l'adresse IP. Reste une dernière chose, c'est association de la carte réseau. C'est quoi l'association de la carte réseau? Je vous explique rapidement. Je ferme cette fenêtre, je fais nouveau, donc ne pas enregistrer. Donc tout simplement j'ai deux serveurs, donc je mets un deuxième serveur, deux serveurs. Alors désolé, je vais nous mettre nouveau, ne pas enregistrer. J'ai un serveur plutôt, et ce serveur là il contient deux cartes réseau. Donc voilà,
Donc il va contenir première carte réseau et il va contenir donc deuxième carte réseau. Donc je vais l'appeler celle-là NIC 1 et je vais l'appeler celle-là NIC 2. NIC 2. Donc j'ai deux cartes réseau. Tout simplement, ces deux cartes réseau, si je mets deux cartes réseau, vont être liées entre elles de deux façons. Donc vont être liées entre elles. C'est ce qu'on appelle association des cartes réseau. Une fois qu'on les lie, la bande passante va augmenter. Donc comme ça, donc c'est utile pour quelques serveurs qui veulent augmenter leur bande passante réseau. Donc on associe deux cartes réseau s'il y a deux cartes réseau dans un serveur et ça nous permet d'augmenter la bande passante. Il y a deux modes d'association de cartes réseau. Il y a en fait il y a deux modes qui sont très connus. Il y a mode indépendant, switch indépendant et mode switch dépendant. Mode switch dépendant, tout simplement, deux cartes réseau vont être liées sur le même switch. Indépendant, deux cartes réseau vont être liées pardon, sur des switches séparés. Alors, donc, par exemple, il y a ici un switch, pardon, je supprime celle-là. Il y a ici un switch séparé et un deuxième switch séparé. Ça, c'est mode indépendant. Et ça permet la tolérance aux pannes. Pour le mode dépendant, il y a un seul switch où les deux cartes réseau sont liées. Donc un seul switch. Et ça c'est plus fragile à la tolérance des pannes. Mais c'est toujours l'important, c'est l'augmentation de la bande passante. Donc voilà, c'était ça. Juste un résumé. Donc je reviens à ma machine VM1. J'ai dit en fait, quand vous voyez association des cartes réseau, si vous avez deux cartes réseau, vous pouvez les associer si besoin bien sûr pour augmenter la bande passante. Et vous pouvez utiliser les deux modes, soit mode dépendant, soit mode indépendant. Il suffit juste de cliquer sur tâche et créer une nouvelle équipe si vous avez deux cartes réseau. Et là, les deux cartes réseau vont apparaître. Bien sûr, il va vous demander le choix de mode. Est-ce que c'est mode dépendant ou mode indépendant? Ça dépend de votre choix. Donc voilà, ça c'était en résumé. On a vu toutes les configurations possibles post-installation d'un serveur. Mais la gestion à distance, on va la voir donc d'une façon plus détaillée. Et gestion bureau à distance, très importante à retenir. Si vous avez une machine client dans le même LAN, vous pouvez mettre gestion bureau à distance pour accéder au serveur à distance. Même pour la gestion serveur à distance, on peut l'ajouter, ajouter un autre serveur. Pour le gérer à distance via le gestionnaire du serveur. Maintenant, place au quiz. Désolé. Alors, donc le quiz, j'ouvre. Alors, donc les questions. Désolé, je ferme ça. Je vais agrandir ça. Je vais mettre en gras. Que vous puissiez voir d'une façon plus claire. Voilà. Donc, première question. C'est quelle fonctionnalité doit-on supprimer de l'installation graphique utilisateur complète pour passer vers l'installation minimale de Windows Server 2012? Ça, on l'a vu tout à l'heure, la dernière fois, donc dans le gestionnaire du serveur. On a vu qu'on doit décocher gestion des outils infrastructure graphique et on doit décocher serveur graphique shell. Souvenez-vous. Une fois qu'on décoche ça dans le gestionnaire du serveur, je vais vous montrer rapidement. Donc ça c'est le gestionnaire du serveur. Gérer. Et si je mets supprimer des fonctionnalités, des rôles et fonctionnalités, je mets suivant, suivant, suivant. Et là, je vais avoir dans interface utilisateur et infrastructure. Souvenez-vous, lors de ma vidéo précédente, j'ai décoché shell graphique du serveur et je peux accéder à l'interface minimale
Contrairement aux autres versions précédentes de Windows, Windows Server 2012, on peut switcher de l'interface graphique complète vers l'interface graphique minimale et vice versa. Donc si je décoche les deux, je vais redémarrer et je vais avoir l'interface graphique minimale uniquement. Pour accéder à l'interface graphique complète une nouvelle fois, j'utilise les commandes PowerShell. Souvenez-vous de la commande PowerShell que j'ai utilisée. C'est, je vais taper ici donc la commande PowerShell, c'était install Windows feature server GUI shell. Si je veux faire vraiment une installation minimale complète, je mets aussi server GUI management infra et je vais mettre donc restart. Là donc si j'avais décoché les deux options, c'est-à-dire serveur graphique shell et gestionnaire d'outils et infrastructure graphique, une fois que je suis dans l'installation minimale du serveur, je redémarre avec install Windows feature espace serveur GUI shell espace serveur GUI mgmt infra espace -restart, et là je pourrais redémarrer pour accéder encore une fois dans l'installation graphique utilisateur complète. Deuxième question, quel mode de couplage réseau fournit une plus grande tolérance aux pannes? Une plus grande tolérance aux pannes si vous faites couplage réseau ou association réseau. Si vous avez 2-4 réseaux, comme je l'ai dit là tout récemment, c'est switch independent mode. C'est mode indépendant, c'est-à-dire que 2-4 réseaux sont liés entre elles mais à des switches différents, sont associés entre elles pour augmenter la bande passante, mais sont branchés dans des switches différents. C'est pour la meilleure gestion des pannes. Parmi ces commandes, quelle est celle qui est utilisée pour joindre la machine au domaine? J'ai dit netdom, c'est la commande qui est utilisée pour joindre la machine au domaine. Troisième question. Parmi les déclarations suivantes, quelle est celle qui n'est pas correcte? Par exemple, si on vous dit que le gestionnaire de serveur peut déployer des rôles sur différents serveurs en même temps, ça c'est pas correct. C'est impossible. On peut déployer les rôles sur différents serveurs, mais pas en même temps. Chaque serveur à part. Donc B, est-ce que le gestionnaire du serveur peut déployer des rôles et fonctionnalités en même temps? Des rôles et fonctionnalités en même temps, oui, c'est possible pour un serveur particulier. Le gestionnaire de serveur peut déployer des rôles et fonctionnalités à n'importe quel autre serveur fonctionnant sous Windows Server 2012. Oui, effectivement, bien sûr, c'est possible. Parmi les opérations suivantes, les services, quelle est celle qui ne peut être gérée par le gestionnaire du serveur? Le gestionnaire du serveur peut démarrer un service, peut stopper un service, mais il ne peut pas désactiver un service. Contrairement à la commande MMC, souvenez-vous, cette commande, cet utilitaire ou cette console, je vais la taper, MMC. Souvenez-vous de cette console, c'est une console très importante dans la gestion des serveurs. Cette console sera utilisée pour la gestion des services, pour la gestion des options pare-feu Windows avancées, pour la gestion des utilisateurs, pour la gestion des groupes policy. Donc c'est une console très importante. Voilà, donc j'ai terminé ma vidéo pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vais taper Marwan le Tech. C'est ma chaîne. Et là, vous allez avoir donc toutes les vidéos que j'avais fait précédemment. Prochaine fois, je vais parler des stockages. C'est très important les stockages pour un serveur. Et donc, je vous remercie pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci.